Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, plus qu'une semaine avant l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, prévue le 25 octobre prochain. À cette occasion, les équipes d'Africa 24 se déploient pour vous faire vivre la campagne électorale. Début des élections législatives en Égypte. Après les Égyptiens de l'étranger ce samedi, les différentes provinces du pays vont voter tour à tour jusqu'au 2 décembre prochain. Et l'Afrique, terre d'opportunités, c'est la stratégie des gouvernants africains qui souhaitent inciter davantage les investissements indispensables au soutien du développement du continent. Mais tout d'abord, en Guinée, le président sortant Alpha Condé est officiellement réélu. Il obtient la majorité dès le premier tour de la présidentielle. Ce samedi, la commission électorale l'a proclamé vainqueur avec 57,85% des suffrages. Des résultats rejetés par l'opposition. Les candidats malheureux ont désormais 8 jours pour déposer des recours devant la Cour constitutionnelle. La Côte d'Ivoire organise le 25 octobre prochain le premier tour de l'élection présidentielle, un scrutin que vous pourrez suivre sur Africa 24. Et déjà, nos équipes se déploient pour vous faire vivre les moments forts de la campagne électorale. Reportage de notre envoyé spécial Serge Kofi. L'équipe d'Africa 24 est en Côte d'Ivoire. Journalistes, techniciens ont pris leur quartier à l'hôtel Ivotel sur les rives de la lagune Ébriée pour couvrir le premier tour de l'élection présidentielle ivoirienne qui aura lieu le 25 octobre prochain. Un événement majeur pour la Côte d'Ivoire mais aussi pour le reste du continent. L'équipe de la première chaîne panafricaine d'information est à pied d'œuvre pour faire vivre les temps forts de cette campagne à ses téléspectateurs. Le déploiement d'Africa 24 ici en Côte d'Ivoire, comme c'est désormais le cas lorsqu'il y a un grand événement sur le continent, consiste à faire vivre à nos téléspectateurs l'intégralité du processus électoral en cours. Il s'agit d'envoyer nos reporters aux quatre coins du pays pour suivre les candidats, assister au meeting et rendre compte à travers le journal de campagne que nous suivons tous les soirs. L'autre aspect, c'est le débat contradictoire qui va commencer tous les jours à 19h30 GMT et qui va mettre aux prises les candidats ou leurs représentants sur des thèmes majeurs de la campagne électorale. Il y aura juste après ce débat, un autre débat qui va commencer à 21h30 qui met aux prises des experts et qui s'y connaissent vraiment en la matière. Ils vont se prononcer sur ce que les candidats ont dit, sur ce qu'ils promettent, est-ce qu'ils sont toujours cohérents, est-ce qu'ils sont toujours objectifs dans leurs propositions. Je crois que c'est cet ensemble qui permet aux téléspectateurs de décrypter la campagne électorale et de savoir quel candidat part favori. Africa 24 diffusera depuis la capitale ivoirienne un journal de campagne, des débats avec des candidats ou leurs représentants. Un débriefing avec des experts et journalistes permettront de décrypter les ambitions et projets politiques des candidats. Alors, au cours de la semaine, on parlera du processus électoral, bien sûr. On va parler de la réconciliation, de la justice. On parlera d'économie. On va revenir sur le système de santé. On parlera des infrastructures. Bref, on va décortiquer toute l'actualité ivoirienne. Les différents candidats ou leurs représentants auront le loisir de venir sur les plateaux pour donner leur vision de ce qu'ils comptent faire, ce qui a été fait. Donc, tout le monde aura droit à la parole de manière équitable. Les journaux de campagne relayant les meetings des candidats, leurs portraits, les réactions de la population permettront aux téléspectateurs d'Africa 24 d'avoir un compte rendu détaillé des coulisses de ce scrutin présidentiel, mais aussi de réagir à travers les réseaux sociaux. Au Burundi, la vice-présidente du parti d'opposition Mouvement pour la solidarité et le développement, Charlotte Umugwaneza, a disparu. Sa famille et ses proches accusent les services de renseignement qui démentent que l'opposante soit passée dans leurs locaux. À la veille de sa disparition, elle avait décidé de déménager pour fuir les violences de son quartier. En Égypte, les élections législatives ont débuté ce samedi. Ce sont les Égyptiens de l'étranger qui sont rendus aux urnes. Place à présent aux différentes provinces du pays qui vont voter jusqu'au 2 décembre prochain. Awa Barkala. Les Égyptiens élisent leur parlement. Plus de 54 millions d'Égyptiens sont appelés aux urnes pour élire en 2 phases, du 17 octobre au 2 décembre 2015, leur parlement, 3 ans après la dissolution de la dernière assemblée. Les enjeux de ces élections législatives, ils sont multiples. Premièrement, pour le président Sisi, c'est avant tout réaffirmer sa légitimité et donc renforcer son pouvoir. Si la majorité parlementaire est composée de membres issus de la coalition acquise au président égyptien,
qui semble, il faut le dire, acquis d'avance. Le président Sisi pourra prétendre qu'il ne concentre plus entre ses mains le pouvoir législatif, même si ceux qui vont l'exercer ensuite auront bien entendu pris fait et cause pour lui. Les élections s'ouvrent ce 17 octobre par le vote d'une partie des Égyptiens résidant à l'étranger, suivi les 18 et 19 octobre par les électeurs de 14 des 27 provinces du pays. Ces électeurs de la première phase revoteront éventuellement les 26, 27 et 28 octobre pour départager les candidats admis au second tour. La seconde phase, concernant d'autres Égyptiens de l'étranger et les 13 provinces restantes, aura lieu les 21, 22 et 23 novembre pour le premier tour, le 30 novembre et les 1er et 2 décembre pour le second tour. Dans cette période qui est assez mouvementée en Égypte, marquée par les attentats, par le redémarrage difficile de l'économie, le pouvoir fort incarné par Al-Sisi a encore de beaux jours devant lui. Il faut le dire, je pense, sans détour, il a une certaine popularité auprès de la population, malgré certaines dérives, malgré les arrestations arbitraires de journalistes, de membres d'ONG, la répression qui frappe les partisans présumés d'être des frères musulmans. Donc, je pense que ce n'est pas le début de l'ère démocratique en Égypte. Le taux de participation reste la grande inconnue de ce scrutin aux modalités complexes. Il s'agit là du 8e scrutin depuis la révolution du 25 janvier 2011. Le président soudanais Omar el-Béchir exhorte les rebelles à reprendre les pourparlers. Depuis le samedi 10 octobre, une conférence du dialogue national a débuté, mais plusieurs partis d'opposition et des mouvements insurrectionnels boycottent ces négociations. Oumou Kalsoumba. Depuis une dizaine d'années, le Soudan est confronté à une rébellion à l'ouest, précisément au Darfour. Le samedi 10 octobre, les négociations de paix ont officiellement repris entre l'opposition et les groupes rebelles. Une partie des rebelles a boycotté la rencontre. Le président Omar el-Béchir lance un appel aux rebelles de mettre fin au boycott du dialogue national en échange du cessez-le-feu. Nous avons publié 2 décrets présidentiels pour un cessez-le-feu. Ces décrets sont en vigueur sur le terrain et nous annonçons notre volonté d'une cessation des hostilités si l'autre partie s'engage honnêtement pour un cessez-le-feu permanent. La stabilité politique et la cohésion sociale reviendront-elles au Soudan ? C'est la question que se posent les spécialistes. La situation politique reste très tendue avec l'absence de certains rebelles lors des journées de négociation. Cette absence ne sera pas sans conséquence. Le gouvernement minimise l'absence de ces partis politiques. Personne ne peut nier que leur absence a un grand impact dans l'approche du dialogue et les gens sont préoccupés. L'impact sur le résultat du processus sera certainement négatif. Depuis 2003, le Soudan est en proie avec une rébellion. 18 groupes de l'opposition avaient initialement accepté de prendre part au processus de réconciliation nationale lors de son lancement en 2014. Finalement, les rebelles se sont rétractés, jetant un voile sur l'avenir d'un tel dialogue. Plusieurs pays africains se sont fixés des objectifs en termes d'émergence. Pour les atteindre, l'investissement est un facteur essentiel, d'où les stratégies des gouvernements pour inciter les opérateurs économiques à investir davantage dans les projets de développement. Lisa Siakizimana. L'Afrique en marché à conquérir. Les économistes s'accordent à dire que le continent africain présente de nombreux atouts pour les investisseurs étrangers, mais aussi pour la diaspora africaine. Avec un taux de croissance structurelle de 5% en moyenne, l'Afrique renferme plusieurs secteurs clés qui pourraient intéresser les investisseurs. Il s'agit notamment des secteurs de l'agriculture, des infrastructures, de la communication, de la santé, de l'agro-industrie ou encore des énergies. Mais pour relever les défis de l'émergence en 2035 que plusieurs chefs d'État africains se sont fixés, l'investissement dans le savoir et le savoir-faire s'impose comme une urgence. Investissons dans le savoir, investissons dans les hommes, investissons dans la structuration des organisations et à ce moment-là, nous pourrons voir 2035 avec une certaine sérénité. Parmi les nouveaux métiers et les nouvelles opportunités que présente l'Afrique, il y a aussi les assurances et les banques. Les assurances représentent en effet un taux de pénétration de 1%, ce qui présente encore de la marge pour le secteur. Pour améliorer ce taux, on devra partir d'une éducation des populations. D'abord, faire entrer l'assurance à l'école.
faire rentrer le concept de l'épargne dans la culture des Africains. Parce que les Africains ont du mal à épargner. Tout ça, je pense que dans quelques années, si on regarde le modèle sud-africain, dans quelques années, je pense que les Africains auront généré assez d'épargne via les compagnies d'assurance vie et seront couverts en assurance. L'avenir du continent africain réside dans la diversification de son économie. L'Afrique est pour l'instant assez outillée pour se développer grâce à sa croissance économique et démographique. Elle aura cependant besoin de la stabilité politique pour rassurer et attirer les investisseurs étrangers. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.